Salut les Wargamers, j'espère que vous allez bien. Je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos du jeu d'escarmouche Eagles of Empire qui a pour thème la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Je vais cette fois-ci vous présenter leur livre de règles. Allez, rendez-vous à l'atelier. Pour pouvoir jouer à ce jeu d'escarmouche, il faut donc les deux livres de règles. Le premier, l'infanterie, le deuxième sur la cavalerie, l'artillerie et les héros. Ils sont imprimés en format A5, très pratique pour les emmener avec vous. Un papier assez rigide et j'aime beaucoup cet aspect livre ancien. Le livre commence avec une très jolie gravure qui nous amène au 19e siècle. On nous explique que ce jeu n'est pas un jeu de grande bataille mais plutôt un jeu d'escarmouche où le but est de tenir des objectifs tactiques, de les sécuriser pour l'armée qui arrivera en renfort. Pour cela, vous pouvez jouer 4 factions. La première, l'Empire français jusqu'au 4 septembre 1870. La deuxième faction est l'armée républicaine du gouvernement de défense nationale qui n'a pas voulu arrêter la guerre après la capitulation de Napoléon III. En face, il y a la coalition germanique, avec en premier les Prussiens. Il y a aussi de nombreux autres États, comme les Bavarois. On retrouve bien sûr de nombreuses unités différentes dans chaque faction. On nous présente ensuite les cartes d'unités qui vont accompagner chaque escouade avec les différentes capacités et aptitudes. Ensuite les cartes de doctrine que l'on peut utiliser uniquement si on a des officiers et cela donne vraiment des avantages dans la bataille. Il nous donne des recommandations pour baser nos figurines par 2 ou par 3. Dans une escouade, il ne doit pas y avoir plus de 2 pouces entre chaque figurine pour garder la cohésion de l'unité. Comment organise-t-on les unités? Une escouade est composée de 7 figurines. Si on a 2 escouades, ça nous forme une section. Et ensuite, si on y ajoute un officier, on peut alors utiliser les cartes de doctrine. Pour jouer au jeu Eagles of Empire, il faut une table de 1,80 m sur 1,20 m. Chaque faction se déploie sur les côtés opposés de la table. Cette zone de déploiement ne doit pas être plus petite que 25 cm de côté. Et ce qui rend ce jeu particulièrement intéressant, ce sont ses objectifs tactiques qui vont apporter au fur et à mesure de la partie des points de commandement et de munitions. Il y a tout d'abord 2 objectifs secondaires qui rapportent 4 points de commandement par tour et l'objectif principal au centre de la table qui va lui fournir 4 points de commandement mais aussi 1 point de munition par tour. Bien sûr, je vous expliquerai plus tard à quoi servent ces points de commandement et de munitions. Pour avoir une table de jeu agréable, il faut y mettre des terrains qui vont nous permettre d'avoir des protections pour nos figurines et ça va impacter forcément les lignes de vue. La ligne de vue doit être claire et ne doit pas être interrompue par un élément de terrain. Sur cet exemple, l'escouade A bavaroise ne voit pas l'escouade française. Par contre, l'escouade B a une ligne de vue dégagée sur l'escouade française. Si l'unité ennemie dans la ligne de vue est protégée à plus de 50%, on considère que c'est toute l'unité entière qui est protégée. Donc bien sûr, il y a différents terrains comme les maisons, les forêts. Dans cet exemple, si l'unité bavaroise se trouvant dans la forêt est à plus de 5 cm du bord de celle-ci, elle n'est plus visible. Elle ne peut pas non plus tirer. Si comme sur cet exemple, l'escouade bavaroise est au bord de la forêt, elle peut tirer sans problème et en plus, elle a une couverture légère face au tir de l'escouade française. On a là encore une belle gravure où on voit le major Van Alden qui dirige le 69e régiment d'infanterie prussien. Ensuite, on nous fait découvrir plein de superbes figurines, comme par exemple la faction française avec les soldats de l'Empire ou de la République. Il y a un très bel exemple de scénario avec l'attaque de Rothenberg, le 6 août 1870. On y retrouve un historique de la bataille, un plan pour positionner les objectifs tactiques, et on a ensuite les spécificités pour chaque faction et les conditions de victoire qui sont de 18 points. On a ensuite le descriptif d'un tour de jeu. Première étape du tour, la collecte des ressources.
Chaque joueur commençant le tour en possédant des objectifs tactiques se verra allouer un certain nombre de points de commandement et de munitions, dépendant des types d'objectifs. Dans la deuxième phase, on va pouvoir dépenser des points de commandement pour acheter des unités qui vont venir nous renforcer sur la table de jeu, ou dépenser des points de commandement pour acheter des points de victoire. Dans cette troisième phase, on va effectuer les mouvements en tenant compte de ce qui est noté dans les cartes d'unités, mais on va aussi déclarer les charges et aller mettre les unités au contact pour un futur corps à corps. La troisième étape est la phase de tir. Le joueur qui a eu l'initiative et qui a bougé en premier peut aussi tirer en premier, et ensuite on enlève les blessés avant de résoudre la phase de riposte. La cinquième phase est l'étape de corps à corps. Le soldat fixe sa baïonnette et charge l'unité qui est en face de lui. Ça va se gérer avec 3 facteurs de base. 1. La distance. 2. La valeur de charge. 3. La valeur de défense. La sixième et dernière phase est la fin du tour, où on va nettoyer la table de jeu des éventuels blessés qu'on aurait oubliés, et aussi on va regarder qui détient les objectifs tactiques. On a ensuite, dans les dernières pages de ce livre, un guide de référence pour les différents points du jeu. Et sur cette dernière page, on a quelques titres de livres et des adresses de musées sur cette guerre de 1870-1871. Voilà pour le premier livre de règles. On va regarder maintenant le suivant, un peu plus spécifique, au niveau de la cavalerie, de l'artillerie et des héros. Ce livre commence avec un petit rappel historique pour nous replonger dans le 19e siècle et cette guerre de 1870-1871. Ensuite, un petit historique sur la cavalerie de cette fin de 19e siècle, cette cavalerie qui va bientôt devenir obsolète. On nous donne ensuite des conseils pour les bases de notre escouade de cavalerie ou bérite en allemand. 2 escouades ou bérites forment un escadron auquel on peut ajouter un officier. On a des explications sur les cartes de doctrine attachées aux officiers de cavalerie et les règles spéciales. Il y a ensuite l'artillerie qui, à la fin de ce 19e siècle, va devenir l'étoile montante des armées. La supériorité des Allemands était évidente à ce niveau, avec leurs nouveaux canons Krupp. Ici l'exemple d'une batterie et de la carte d'unité correspondante. Ensuite, on détaille les règles spécifiques pour l'artillerie. Ensuite, une belle représentation d'une charge de Prussiens face à une batterie française pour nous mettre dans l'ambiance. De superbes figurines encore. On a par exemple cette charge de cuirassiers prussiens, un cuirassier français et bien d'autres figurines bien sûr. Il y a plusieurs pages sur les règles spéciales consacrées aux héros comme le colonel Suzoni. On a aussi le général von Bredow. Là, on a des exemples d'uniformes pour nous aider à faire les peintures. Et ensuite, un rappel des règles, un quick reference guide pour nous aider à trouver les informations rapidement. Le livre se termine comme le premier bouquin. Donc voilà, je vous ai présenté les 2 livres de règles. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Donc pour jouer en plus des livres de règles, il vous faut des figurines, des dés, des marqueurs points de commandement et de munitions, et bien sûr des fiches d'unité qui résument toutes les capacités. Et si vous voulez plus d'infos sur ce jeu ou sur ces figurines de cette période 1870-1871, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, comme celle sur les francs-tireurs de l'armée française. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos sur ce jeu Eagles of Empire. Et je vous dis à bientôt!